C'est fait, Django Sissoko, le nouveau Premier ministre, a pris fonction ce matin à l'issue de la cérémonie de passation de service entre lui et le sortant Cheikh Modibo Diarra. C'était à la primature. Place de la République, 1007 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget national de la loi des finances 2013. Un budget qui connaît cependant un recul de 54 milliards de francs CFA à cause de la situation de crise que connaît notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Premier ministre sortant Cheikh Modibo Diarra et le Premier ministre rentrant Django Sissoko ont procédé ce matin à la primature, à la passation de service suite à la démission de Cheikh Modibo Diarra. C'était en présence de l'ensemble du personnel qui a rendu hommage à Cheikh Modibo Diarra pour sa collaboration. Mohamedou Doumbia. 72 heures après sa démission, le Premier ministre sortant Cheikh Modibo Diarra a rendu le témoin au Premier ministre rentrant Django Sissoko. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. Une première dans les bureaux, hors caméra et sans micro, et une seconde devant l'ensemble du personnel de la primature. Elle aura marqué les esprits par sa solennité, l'émotion et l'humilité. Vous avez servi votre pays à mes côtés. Vous m'avez soutenu. Seul Dieu ne se trompe pas. Et je ne suis pas un Dieu. J'ai dû me tromper. Et si ces erreurs que j'ai commises ont causé des torts à certains d'entre vous, qu'ils m'excusent définitivement, ça n'a jamais été fait exprès. Les missions n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. Il s'agit de libérer le pays, de recouvrer l'intégrité de notre pays, de conserver sa laïcité. Il s'agit en fait d'organiser des élections crédibles et transparentes. Même après son départ, Cheikh Modibo Diarra se dit toujours prêt à collaborer, à travailler pour l'intérêt de notre pays. Pour ce qui me concerne, avant d'être Premier ministre du Mali, j'ai travaillé tant que je pouvais pour mon pays. Et en n'étant plus Premier ministre dans une minute où la passation est déjà faite, je continuerai de travailler pour mon pays avec les mêmes efforts et la même détermination. Message reçu 5 sur 5 pour la simple raison que les deux personnalités gardent toujours le sens de la continuité, car seul compte d'abord le Mali. Il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous regardions dans la même direction lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays. Si nous sommes unis, rassemblés, animés par les mêmes convictions, je suis sûr que nous relèverons très rapidement les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Tout en souhaitant bonne chance à Cheikh Modibo Diarra, le Premier ministre Django Sissoko lui a rappelé toute sa disponibilité et que l'administration malienne reste toujours la sienne. Je souhaite simplement que chacun de vous, comme il l'a toujours fait, continue à servir loyalement, non pas le Premier ministre, mais le pays. Cette cérémonie de passation s'est terminée par des bénédictions, des séances photos de souvenirs, comme pour dire que la vie continue et on reste toujours ensemble. Dans le même chapitre, cette déclaration de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a appris le mardi 11 décembre 2012 la démission du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et de son gouvernement. L'Assemblée nationale prend acte de cette démission. Elle s'est réjouie de la nomination rapide par le président de la République de M. Django Sissoko en qualité de Premier ministre. M. Django Sissoko, qui est un homme d'expérience, une personnalité consensuelle avec une parfaite connaissance du Mali, de son administration et de ses réalités socio-culturelles. L'Assemblée nationale encourage le président de la République et le Premier ministre à former dans le meilleur délai un gouvernement inclusif d'union nationale en tenant compte des réalités politiques et sociales. À l'image de l'Assemblée nationale, plusieurs partis politiques, groupements de partis politiques, associations et particuliers nous ont fait parvenir leur message de félicitations au Premier ministre pour sa nomination. 1007 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget national de la loi des finances pour 2013. Compte tenu de la situation du pays, ce budget connaît un recul de 54 milliards de francs CFA. Pour en savoir davantage, notre reporter Gadibou Pérou a approché le président de la Commission des finances, de l'économie, du plan et de la promotion du secteur privé.
L'Assemblée nationale a déjà finalisé le projet budgétaire national de loi des finances 2013. Ce projet budgétaire, qui n'attend que la plénière pour être validé et officialisé, prévoit en dépenses 1007 milliards de francs CFA, 953 milliards en recettes. Outre les services qui sont à la base de la prévision budgétaire, l'Assemblée nationale a écouté d'autres départements dans le contexte de la situation actuelle du pays. Le projet de loi finances 2013 ont été faites et même terminées à date. Depuis une semaine maintenant, nous avons fini toutes les écoutes et elles ont duré 3 semaines. Nous avons écouté tous les services d'assiette des départements, exceptionnellement cette fois, département de la défense, de la sécurité, de l'intérieur, de la décentralisation. En termes de projet, on sait qu'on a un budget de 1007 milliards. En dépenses, c'est le plus grand nombre, et de 954 milliards en recettes. Donc nous allons vers un déficit de 53 milliards. En termes d'amendement, l'Assemblée nationale a fait plusieurs propositions sur le projet budgétaire de loi des finances 2013. Ces propositions d'amendement ont été approuvées sans débat par les différents départements ministériels. Les écoutes nous ont amenés à proposer des amendements. Nous avons 17 propositions d'amendements. Autant la loi fait l'objet d'un vote, autant les amendements font l'objet d'un vote. D'ailleurs, je peux dire, on n'a pas fait le débat, mais ces amendements ont été suffisamment partagés avec les ministères responsables du budget, notamment le ministère de l'économie et des finances. À l'issue des travaux d'une session budgétaire relative au projet de loi des finances, l'Assemblée nationale a noté, contrairement aux années précédentes, des reculs budgétaires. Notre budget, il faut dire qu'il a pris un grand recul. Nous étions en 2012 à 1400 milliards. Le rapport final du projet budgétaire national 2013 reste donc sur la table de l'Assemblée nationale qui attend maintenant la plénière pour le valider. Nous restons toujours à l'hémicycle avec cet autre communiqué. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale rappelle aux honorables députés que la clôture de la session en cours aura lieu le vendredi 14 décembre 2012 à 17h précises dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Les agents des municipalités du district de Bamako, à l'appel de leur section syndicale, observent depuis ce matin une grève de 48 heures. Motif évoqué, la solidarité à l'endroit de 3 de leurs collègues sanctionnés par le maire du district. Le mot d'ordre semblait largement suivi dans toutes les mairies du district. Compte rendu de Nando Dambélé. Les cours et les bureaux des mairies à Bamako ont perdu leur ambiance habituelle ce jeudi pour raison de grève. Selon le secrétaire général de la section syndicale des municipalités du district de Bamako, les responsables municipaux du district font entrave à la liberté syndicale. C'est lors de l'affichage des slogans de l'Assemblée générale que des camarades ont été sanctionnés par le maire du district. Et après plusieurs tentatives, on lui a dit de lever ces sanctions. Il ne l'a pas fait, et raison pour laquelle on lui a adressé une lettre pour lui dire que si jamais il ne lève pas, on va être obligé d'aller en grève. À notre passage dans les mairies, seuls les élus et les secrétaires généraux étaient en place. Partout, c'était des chaises vides, des ordinateurs éteints et des cours désertes. En ce qui nous concerne, si les agents de la mairie de la commune 3 des autres communes sont allés en grève, je crois que c'est par solidarité par rapport aux agents du district de Bamako qui ont décidé d'aller en grève. Le maire les avait soumis d'enlever ces affiches. Et les personnes intéressées qui sont des agents du district ont refusé d'obtempérer. Donc le maire aussi a pris des sanctions de mise à pied contre ces 2 agents. À l'absence du maire du district, aucun témoignage n'a pu être recueilli à ce sujet. Les patrimoines culturels des régions du nord de notre pays sont désormais résumés dans 2 supports visuels. Il s'agit d'une carte et d'un passeport. La réalisation de ces supports, qui fait suite à la destruction de nombreuses valeurs culturelles dans ces régions, vise à faire connaître davantage l'importance de ces biens en vue de leur sauvegarde. Les supports en question ont été présentés ce matin aux forces armées au cours d'une rencontre. Tchemoko Konaté. Outre le patrimoine immatériel, le Mali dispose de nombreux sites touristiques faisant sa richesse. Comme illustration, on peut énumérer entre autres la case sacrée de Kangaba,
le site de Kouroukanfouga où a été proclamée la charte du Mandé, les Togounan au pays d'Ogon, le tombeau des Askia à Gao, les mausolées, les manuscrits de Tombouctou axés sur les sciences, l'art, la religion et j'en passe. De nos jours, nombreuses sont ces valeurs culturelles en péril. À l'origine, l'occupation des régions du Nord par les groupes armés. Ces deux supports visuels réalisés par le ministère de la Culture en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO au Mali retracent la situation géographique du septentrion malien et les valeurs culturelles de la localité. Leur réalisation vise à mieux faire connaître l'utilité des biens en question en vue de leur protection. L'UNESCO a engagé plusieurs actions de sensibilisation. Ces actions ont été suivies par l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU en juillet 2012 de la résolution 2056 qui exhorte à la protection des biens du patrimoine mondial du Mali. Je ne doute pas un instant que vous allez vous approprier ces documents qui sont pour nous l'expression d'une volonté farouche de préserver ces biens culturels en les identifiant et en les situant surtout dans l'espace. La réalisation de ces supports devra contribuer non seulement à atténuer les préjudices causés sur les valeurs culturelles dans le nord du pays, mais aussi à promouvoir le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, et puis le collectif des ressortissants du Nord, le COREN, informe les invités au Forum national sur la gestion de la crise du Nord du Mali, que le dit forum est reporté à une date ultérieure compte tenu de la situation exceptionnelle que vit notre pays. Le COREN compte sur la bonne compréhension de tous ceux qui ont effectué le déplacement. Un institut de cardiologie et la formation des agents, c'est ce que prévoit le centre hospitalier universitaire du Pont-G pour l'année 2013. Pour cela, le budget 2013 du CHU du Pont-G se chiffre à plus de 7 milliards 200 millions de francs CFA. Un budget au centre de la 34e session du conseil d'administration du dit centre pour validation. Les travaux se déroulent au Pont-G. Reportage de Sira Bachili. Établissement de troisième référence, le centre hospitalier universitaire du Pont-G est très sollicité puisqu'il dispose de plusieurs services spécialisés comme la neurologie et l'imagerie médicale, des structures qui ont effectué plus de 37 000 consultations au titre de l'année 2012. Nous avons une difficulté majeure ici au niveau de l'hôpital du Pont-G, c'est les coupures d'eau. Les coupures d'eau intempestives, évidemment, peut-être c'est indépendant de la volonté de nos fournisseurs. Quand il n'y a pas d'eau au niveau de l'hôpital du Pont-G, par exemple, le service de dialyse est arrêté. La dialyse ne peut pas se faire sans eau. Le bloc opératoire est arrêté. Le service de gynéco-obstétrique est arrêté. Ça fait un manque à gagner. Nous faisons appel aux sapeurs-pompiers qui nous amènent de l'eau. Des difficultés qui n'ont pas empêché certaines réalisations, telles la finalisation des travaux de construction du nouveau service de médecine interne. Le CHU du Pont-G a également acquis de nouveaux équipements. Beaucoup de prévisions pour l'année 2013, la formation des agents et la création d'autres services avec un budget de plus de 7 milliards 200 millions de francs CFA. Nous voulons sortir de l'ornière de cet esprit de gros dispensaires. Nous allons surtout mettre l'accent sur les consultations spécialisées, comme la cardiologie, comme l'hémato-oncologie, comme la néphrologie, comme la gynéco-obstétrique, comme l'urologie, et j'en passe. Ces innovations seront discutées au cours de cette 34e session du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire du Pont-G. Ce centre qui a un effectif de 670 agents, dont une trentaine de professeurs en médecine. Le budget 2013 du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes. C'est ce qui ressort de la 7e session du conseil d'administration de ce centre de recherche tenu aujourd'hui à Bamako. L'ordre du jour a porté sur les activités du centre, le bilan financier et les perspectives. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. Il s'agit pour ces administrateurs présents à la 7e session du conseil d'administration du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose d'examiner et d'adopter les rapports qui sont soumis à leur approbation. Ces documents sont relatifs aux activités du centre en 2012, au bilan financier et aux perspectives. En termes d'activité, on peut constater des réalisations encore au-dessus des prévisions dans tous les domaines. Sur le plan de la mobilisation des ressources, on peut constater qu'à la date du 31 octobre 2012, 70% des fonds mis à disposition ont été utilisés. Le centre a arrêté un budget pour 2013 équilibré en recettes et dépenses
à 1 119 689 000 francs CFA. Au directeur d'ajouter que dans un contexte politique et économique actuel, la prise en charge de la drépanocytose au Mali nécessite une innovation. Grâce à l'appui de la principauté de Monaco, nous avons mis en place un programme de mobilisation de fonds en faveur du CRLD. Ce programme, qui est arrivé à terme il y a 2 mois, a permis le financement de la prise en charge de 150 enfants drépanocytaires issus de familles démunies pour une durée de 1 an à hauteur de 18 millions de francs CFA. À l'horizon 2013, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose va entre autres amorcer la prise en charge des malades vivant dans les régions par le projet d'appui à la création d'une unité de compétences régionales. Les difficultés du centre se résument à l'inadéquation entre l'augmentation de l'activité des soins et le manque de personnel qualifié, l'arrêt du financement par les partenaires techniques financiers des programmes d'investissement et de recherche dès le début de l'année 2012. Actualité hors de nos frontières. Pour lutter contre la hausse des prix, le gouvernement gabonais a pris un certain nombre de mesures, notamment la suspension de la TVA et des droits de douane pendant 4 mois sur une 60aine de produits de première nécessité. Mais pour y parvenir, le contrôle des prix dans les marchés s'avère être la solution. La chasse aux tricheurs, c'est la spécialité de Marie-Hermine. Tous les jours, au grand marché de Libreville, cette inspectrice de la DGCC va d'étal en étal vérifier les étiquettes. Sa mission ? S'assurer que les baisses de prix voulues par le gouvernement sont bien respectées. Il faut toujours être là sur le terrain, continuer à surveiller. Parce qu'une fois qu'on laisse le bémol, ce qui est sûr, c'est que nous sommes des êtres humains. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour enrayer l'envolée des prix, le gouvernement gabonais a pris des mesures. Pendant 4 mois, la TVA et les droits de douane sont suspendus sur une 60aine de produits de première nécessité. Un manque à gagner de 11 milliards CFA pour l'État. En retour, il veut des résultats. L'État perd 11 milliards. Mais ce n'est pas 11 milliards jetés à la poubelle, c'est 11 milliards qui sont censés aller dans le pouvoir d'achat du consommateur. Depuis 3 mois donc, produits laitiers, viande, poissons, fruits et légumes auraient dû baisser. Pas si sûr si l'on en croit les clients, la mesure laisse sceptique. Je ne peux plus manger les crabes ou les crevettes, tout est cher. Alors le président a dit de diminuer les prix, ces femmes-là n'ont pas encore diminué les prix, on ne sait pas pourquoi. À en croire les commerçants, ce sont les fournisseurs qui ne jouent pas le jeu. C'est pas moi qui vends cher, moi aussi je paye cher. Chez le Libanais, un carton de cuisses de poulet qu'on achetait 7 500, maintenant c'est à 10 500. Mais quand il y a les autorités, ils disent non, c'est 7 500, 8 000 autos. Mais dès qu'ils tournent le dos, les prix augmentent. Certains douaniers, véreux, contourneraient aussi la directive en continuant à percevoir des taxes. Dans toutes les boutiques, grossistes et petits commerçants ont été priés d'afficher les prix. Un numéro vert a été mis en place pour dénoncer les contrevenants. Actualité sur le continent, toujours en République démocratique du Congo, la Belgique, 50 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, décide d'ouvrir des enquêtes. Première visite du nouveau président ghanéen fraîchement élu à Goodluck Jonathan du Nigeria. Et puis la première étape de ces brèves nous amène en Somalie, où l'armée reprend village après village la partie du territoire occupé par les Chebab. Des soldats somaliens appuyés par les troupes de l'Union africaine crient victoire. Ils célèbrent la prise de Jowhar, une ville située à 90 km de Mogadiscio, une ville qui était sous le contrôle des Chebab, les milices islamistes, jusqu'au week-end dernier. Tous les Chebab ont été défaits. Ils sont en train de fuir. Nous continuerons à les combattre jusqu'à la libération totale de notre pays. L'Union africaine affirme que son objectif est la reconquête du territoire somalien, village après village. Prendre une ville comme Jowhar, c'est gagner une bataille. Mais la plus grande des batailles est celle de l'esprit et des cœurs. Car quand les gens sont avec vous, la guerre est finie. Selon la MISOM, prendre une ville ou un village somalien, c'est libérer les populations du joug des milices islamistes.
À peine élu, le président ghanéen en visite chez le voisin nigérian, en route vers la Guinée équatoriale. Pour un sommet entre l'Union européenne et les ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique, John Dramani Mahama est allé mercredi à la rencontre de Goodluck Jonathan. C'est le premier pays que je visite après ma réélection. Il s'agit de renforcer les relations qui unissent nos deux pays. Parmi les questions évoquées, la panne qui affecte un pipeline ouest-africain dont Accra dépend pour son alimentation en gaz. Certains acteurs belges de l'époque. En novembre 2010, le gouvernement belge s'était solennellement excusé Dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. La Belgique va plus loin aujourd'hui avec l'annonce d'une enquête judiciaire. Le parquet fédéral de Bruxelles autorise les tribunaux du royaume à poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Les enfants du premier ministre de la République démocratique du Congo et premier martyr des indépendances sont à l'origine de la plainte. 50 ans après les faits, ils cherchent à savoir qui et pourquoi leur père a été démis, humilié et tué 6 mois seulement après sa prise de fonction. Retour chez nous en 4e région, environ 800 personnes de la commune de Massala dans le cercle de Ségou auront bientôt des emplois temporaires. C'est là grâce au projet d'action de soutien aux victimes de crise alimentaire. Ce projet est initié par Enda Tiers-Monde et financé par le ministère allemand des Affaires étrangères à travers l'ONG Caritas à hauteur de 75 millions de francs CFA. Le dit projet porte sur la réalisation d'infrastructures routières et scolaires, entre autres. Ortem Ségou, Prémakone. La stratégie Cash for Work, argent contre travail, profitera certainement aux populations de la commune de Massala, cercle de Ségou, estimé à 7200 habitants. Elle est une initiative de Enda Tiers-Monde à travers son projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire. Cette cérémonie de lancement du dit projet permet de donner le ton à la réalisation d'infrastructures routières, scolaires et autres. La construction de 3 écoles, 7 logements sociaux, des digues de ceinture de protection de la commune, la clôture de 3 écoles, le remblayage en latérite de 3 km de pistes et le reboisement des bords de la route Massala RN6 sur 7 km. Le projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire ou encore Cash for Work est financé à environ 75 millions de francs CFA par le ministère allemand des Affaires étrangères à travers l'ONG Caritas. Il devra contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire, voire la lutte contre la pauvreté dans la commune de Massala. Ce projet contribue à la sécurité alimentaire en augmentant les revenus de 800 ménages. L'ensemble de ces travaux contribuera, j'en suis sûr, à l'alimentation de la quantité et de la qualité de l'alimentation et une meilleure sécurisation de l'espace scolaire. Le maire de la commune de Massala s'est réjoui de l'impact du projet sur les populations qui n'ont pas caché leur joie après la visite des différents chantiers. On va se rendre à présent en 3e région avec un nouveau commandant militaire pour la 8e région militaire, le colonel Khalifa Sogodougou, qui a pris fonction ce jeudi. La passation de commandement s'est déroulée au camp Thiéba de Sikasso. C'était en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, avec en premier rang le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ibrahim Fane. C'est donc là la cérémonie qui a donc vu le colonel Khalifa Sogodougou prendre fonction pour la 8e région militaire de notre pays. La commune rurale de Djidjeni, dans la région de Koulikoro, à environ 160 km de Bamako, dispose désormais d'un complexe d'élevage. L'infrastructure vient d'être inaugurée officiellement. Elle a coûté plus de 43 millions de francs CFA à l'ONG National Initiative Conseil Développement et son partenaire vétérinaire Santé Frontières Belgique. Reportage de Adama Koudjo. Les éleveurs et commerçants de bétail de la commune rurale de Djidjeni peuvent pousser un ouf de soulagement. L'ONG National Initiative Conseil Développement vient de mettre officiellement à leur disposition un complexe d'élevage. L'infrastructure est essentiellement composée d'un parc agro-bétail, d'une rampe avec quai d'embarquement, d'un couloir de vaccination et d'un forage. Djidjeni se trouve sur l'axe de Bamako-Dakar et sur l'axe de Bamako-Mauritanie. Donc c'est à peu près un carrefour
Et il y a un potentiel animalier dans cette zone qui est inestimable. Avant la création des marchés, les activités étaient menées dehors. On avait sérieusement des problèmes. On avait les pertes d'animaux. Avec la construction du marché, tous les animaux qui viennent rentrent. Les bergers sont à l'aise. D'une valeur de plus de 43 millions de francs CFA, le complexe a été financé par Vétérinaires sans frontières Belgique. Après avoir concerté toutes les parties prenantes au sous-secteur élevage de la commune, il fut tout d'abord décidé de travailler à renforcer les services à l'élevage en appuyant le vétérinaire privé de Djeni. Depuis la réception provisoire du complexe en mai 2012 et jusqu'en fin novembre, soit 6 mois, il y a été vendu près de 9 900 bovins à un prix moyen de 150 000 francs par tête, soit un flux financier de 1 500 000 francs CFA pour la commune. La réalisation de ce complexe s'inscrit dans le cadre des activités du projet de développement de l'élevage dans la région de Koulikoro et dans le cercle de Kita. FONGIM, intervention dans le champ du développement, un aperçu de quelques pratiques innovantes. C'est l'intitulé d'un document publié par les ONG internationales au Mali. Le document a été présenté aux partenaires et autorités ce jeudi par les membres du Forum des ONG internationales au Mali, FONGIM. Amadou Ouattara. Avec pour objectif commun de mettre au service du développement humain son savoir-faire et son expérience, le Forum des ONG internationales au Mali est basé autour d'une dizaine d'ONG qui participent activement à ces activités. Ces ONG interviennent dans plusieurs domaines du développement et ont été choisis selon des critères bien déterminés. Une ONG internationale apporte des ressources financières. Ces ressources financières proviennent pour une part de la générosité, de la solidarité de donateurs privés, des ménages, des entreprises, des fondations privées, mais également de fonds publics au niveau des instruments financiers proposés par les partenaires techniques et financiers ou bailleurs de fonds et qui ciblent particulièrement les ONG. Le document qui a été présenté par les différentes ONG s'intitule FONGIM. Il recense les activités clés des 10 ONG. Ces activités vont de l'amélioration des conditions de santé à la protection de l'environnement en passant par la prise en charge des couches vulnérables dans certaines localités du pays. La société civile en général et en particulier les ONG internationales jouent un rôle de plus en plus important et reconnu dans le développement de tous les pays du monde, tant au nord qu'au sud. Une copie du document a été remise à la directrice par les membres du Forum des ONG internationales au Mali. Inauguration ce matin à Katibougou, dans la commune rurale du Mandé, d'un groupe scolaire. Le coût des infrastructures est estimé à 15 millions de francs CFA. L'école est baptisée Collège Ivan Baradel, du nom du premier responsable de l'association ALAD, décédé l'année dernière. Reportage de Fatoumata Kone. Les élèves de Katibougou parcouraient à peu près une dizaine de kilomètres pour prendre des cours, soit à Wenzembougou ou à Samankou. Cette corvée est devenue une triste réalité car Katibougou, commune rurale du Mandé, vient d'être dotée d'un second cycle flambant neuf. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, l'établissement a une capacité d'accueil de près de 215 collégiens. Le second cycle a été construit pour eux. Donc c'est un exemple pour eux et pour nous. Il faut qu'au DF de cette année, qui doit avoir au moins 100% ou bien 80%, qu'on sache que les difficultés qu'ils rencontrent pour aller à Samankou et Wenzembougou, ils profitent de cette difficulté qui n'est plus pour bien apprendre. Les 3 classes et la direction ont été entièrement financées par l'association languedonienne d'aide au développement ALAD, une ONG implantée à Katibougou depuis 2008. ALAD a fait des réalisations dont la prise en charge des instituteurs, l'alphabétisation des jeunes du village, l'assainissement des toilettes, entre autres. Le collège qui vient d'être inauguré porte le nom du premier président de l'ONG. Il s'appelle désormais Collège Ivan Baradel. La première mission d'ALAD a toujours été et est aujourd'hui plus que jamais d'apporter de l'aide, du soutien pour favoriser la scolarisation des garçons et des filles. Depuis qu'elle s'est implantée à Katibougou ici, elle fait d'abord l'éducation sa priorité.
commençant par les parrainages, la prise en charge d'un de mes instituteurs, fourniture scolaire, la réparation des bâtons et réfection des plafonds. À l'AD, cette association nous a enlevé beaucoup d'épines aux pieds. L'assistance a visité les locaux de l'ONG. Dans ce centre, il y a des salles de travaux pour femmes et enfants. Le jeu concours sur la propriété intellectuelle s'est déroulé à l'École nationale d'ingénieurs de Bamako, organisé par le Centre malien de la promotion industrielle. Ce concours concerne les élèves de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. L'objectif est de contribuer à la constitution d'une masse critique d'experts au service des différents secteurs de la recherche, de l'économie et du droit. Le jeu portait sur des questions-réponses dans plusieurs domaines, tels la science, la littérature ou la culture générale. Reportage de Rachel Tessoubé. C'est Mbaraji Guissé du lycée Ibrahim Ali qui remporte le premier prix d'une valeur de 100 000 francs CFA du jeu concours sur la propriété intellectuelle. Fatoumata Founé Touré du lycée Jean-Marie Cissé, qui reçoit une enveloppe de 75 000 francs CFA, se positionne à la deuxième place. Elle est suivie de Youssouf Al-Mahdi du centre de formation professionnelle Soumaourou Kanté, qui gagne 50 000 francs CFA. Je suis très heureux d'avoir remporté le premier prix. Je veux faire plus de recherches sur la propriété intellectuelle. Ce jeu concours sur la propriété intellectuelle a pour objectif de susciter l'esprit créatif chez les jeunes lycéens et développer leur capacité d'innovation technique. C'est la sensibilisation du plus grand nombre parce que la propriété industrielle c'est un domaine qui est très mal connu. Mais ce jeu concours portait sur un questionnaire, une série de questions auxquelles les enfants devaient porter des réponses. Et par rapport à cela, nous avons donné des notes et nous les avons classées par ordre. Le concours vise également à mieux sensibiliser les élèves et les étudiants sur l'importance de la propriété industrielle. Je suis vraiment très heureuse car ça nous a permis de connaître beaucoup de choses. Ça m'a permis de connaître la propriété industrielle. Chaque année, le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, dans le cadre de ses activités traditionnelles de sensibilisation sur la propriété intellectuelle, organise des jeux concours à l'intention des élèves et étudiants. Voilà, nous repartons à l'international pour boucler cette édition. Au Brésil, les autorités affirment que tout sera prêt pour accueillir les événements d'envergure que le pays s'apprête à abriter. La Coupe des Confédérations en juin 2013 et la Coupe du monde de football de 2014. Avec un investissement de plus de 14 milliards de dollars, des inquiétudes planent cependant pour les routes et les transports. Coup après coup, les stades brésiliens sortent de terre. Celui de Fortaleza, dans le nord-est du pays, sera le premier inauguré dimanche par la présidente Dilma Rousseff. Tous les stades doivent être prêts pour le mondial de football en 2014 et pour la Coupe des Confédérations dès juin 2013. Une coupe qui servira de test dans 6 des 12 villes concernées par le mondial. Le stade de Fortaleza sera prêt 120 jours avant la date limite pour sa livraison. C'est tout à fait inhabituel au Brésil. Les projets d'infrastructures publiques sont toujours en retard, jamais dans les délais. Le Brésil a surtout mis un coup d'accélérateur après les vives critiques du secrétaire général de la FIFA en mars dernier. En tout, le pays déboursera près de 14 milliards de dollars pour que la fête soit belle. Pour le stade de Recife, par exemple, nous avons augmenté le nombre d'ouvriers. Ils sont 4500 aujourd'hui. Les livraisons de matériel ont été accélérées. Nous avons aussi utilisé de nouvelles technologies pour la pose du toit. Au milieu de ce concert de louanges résonne toutefois une réelle inquiétude. Les stades seront peut-être prêts, mais pas les routes entre les villes qui reçoivent le mondial, ni sans doute les aéroports qui restent sous-dimensionnés et mal organisés. Le mondial va pourtant attirer 3 millions de Brésiliens et un demi-million de touristes étrangers. Pour le moment, les autorités du pays ne veulent penser qu'à la manne financière qu'il représente. La Coupe du Monde offre l'opportunité au Brésil de faire parler de lui partout dans le monde. De nombreux pays n'auront jamais cette possibilité. Mais il faudra pouvoir loger ces fans de football. L'une des villes hôtes, par exemple, ne dispose que de 17 000 chambres d'hôtel, alors que son stade compte 45 000 places.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Vous retrouverez demain à 10h et à 13h Sira Bachili. Et moi, je serai là pour les éditions du soir. En attendant, ayant toujours pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation une pensée de soutien et de réconfort. Merci et bonsoir.